Maître Vergès, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de cet entretien pour le site algérie2012.com. C'est la moindre des choses. Merci encore. Tout d'abord, première question, puisqu'on est en pleine actualité concernant les commémorations du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, que vous inspire donc ce cinquantenaire? Écoutez, moi, ça évoque les souvenirs que j'ai, puisque je n'habite pas l'Algérie aujourd'hui, je suis à Paris. Mais c'est pour moi un moment extrêmement important de ma vie. J'avais dit un jour que c'était pour moi, j'étais rené en Algérie, ce qui est vrai. J'ai assisté là à une révolution qui est extraordinaire, dans certains de ses aspects. J'assurais la défense des prisonniers du FLN à partir de la bataille d'Alger. Et là, pour moi, ça a été une révélation. C'est là que j'ai proposé ce qu'on appelle la défense de rupture. Jusque-là, les avocats, les vieux classiques européens de la défense essayaient d'établir un dialogue avec les juges militaires. Et moi, je me suis rendu compte que ce dialogue n'était pas possible, que le juge militaire avait des valeurs qui étaient contraires aux valeurs de l'accusé. C'était un dialogue de sourds. Et donc, il n'y avait aucun dialogue possible. Et plus l'accusé affirmait ses valeurs, plus il allait plus on lui donnait on reconnaissait ses qualités, plus il apparaissait comme un ennemi irréductible. Et donc, c'est le FLN a pris position pour cette défense, et depuis 1957, toutes les défenses étaient des défenses de rupture. Cette défense est extraordinaire. C'est la première fois que je vois ceci en France. D'abord, une guerre qu'un des adversaires transporte sur le terrain de l'autre. Pendant la dernière guerre mondiale, il n'y a pas eu de bataille des Français en Allemagne. Là, nous avons eu la guerre menée par la Fédération de France, du FLN en France. C'était nouveau. Avec des actions militaires importantes, la destruction du dépôt de Mourpiane, la destruction du dépôt de Notre-Dame de Gravenchon. Bon. Et des actions ciblées contre des traîtres. Bon. Ceci étant, cette organisation était extraordinaire aussi. Vous aviez des milliers de militants en prison. Chaque militant recevait tous les mois un virement, un mandat pour sa cantine. Le mandat était le même pour tous. Mais les familles recevaient des mandats proportionnels aux besoins de la famille. Une femme avec 2 enfants recevait un mandat moins important qu'une femme qui en avait 5. Et tout ceci était fait clandestinement. Ces mandats étaient faits, je connais les jeunes filles qui envoyaient ces mandats, elles l'envoyaient sous de faux noms. Bon. En plus, vous aviez ce qui a irrité beaucoup la chancellerie de l'époque, c'est le même jour, à la même heure, dans toutes les prisons de France, à Metz, à Lille, à Pau, à Lyon, à Paris, les prisonniers déposaient le même cahier de revendication et commençaient la même grève de la faim. C'est une organisation extraordinaire. Très précise, très méticuleuse. Pardon ? Une organisation très précise, très méticuleuse en fait. Cette organisation, d'abord les prisonniers étaient très structurés, mais en plus la défense a joué son rôle. Par exemple, j'allais à Fresnes demander à voir tous mes clients. Bon. Je n'aurais pas eu le temps de les voir tous. Mais donc tous attendaient dans une salle d'attente. Et par conséquent, ils pouvaient faire une assemblée et élire un responsable et discuter du cahier de revendication. Et je pense qu'en faisant ça, je n'excédais pas mon rôle d'avocat. Et en plus, vous avez les cahiers de revendication qui étaient déposés. C'est un cahier pas seulement de revendication économique, c'était des revendications politiques aussi. Signé par 2 responsables. Ce n'étaient pas les vrais. L'administration les déplaçait, ça ne changeait rien. Les 2 responsables élus par des assemblées étaient restés sur place. Et c'est des grèves de la faim qui ont tenu magnifiquement. À la fin, le pouvoir s'est dégonflé. Avec des astuces parfois désodorantes, comme par exemple le jour où la chancellerie avait fait remplacer l'eau
dans les cellules par du lait, par des bouteilles de lait. C'est-à-dire que c'est une grève de la faim et une grève de l'eau en plus, c'est fatal. Donc, les gens mourant de soif auraient bu le lait, mais en même temps, ils s'alimentaient. Ça n'a pas pu durer. On a dénoncé cette mystification. Donc, nous avons là un exemple d'organisation de la défense qui, je crois, est unique. Par le nombre de prisonniers, par le fait que ça se passe dans le territoire ennemi, et par l'organisation extrêmement méticuleuse. D'accord, très bien. Et donc justement, l'un de vos rôles a été à la fois de défendre ces combattants du FLN positionnés en France, mais vous avez aussi l'occasion de défendre des grands personnages ayant eu des actions en Algérie, et notamment, on se souvient de ce procès très important que fut le procès de Jamila Bouhired. C'est le premier procès, c'est le procès où j'ai conçu la défense de rupture. Vous savez, c'est un procès dans une atmosphère affreuse de tension. C'était les attentats. Bon. Et contre le Milk Bar, le cafétéria. Bon. Dans la salle, on était hués par le public. Et je me suis dit, on assiste à la charge. L'officier qui a fait est imperméable à mes arguments. Je dois parler non pas pour lui, mais pour l'opinion. Pourquoi? Parce que je n'éviterai pas la condamnation à mort. C'est ou bien la vengeance du militaire, ou bien peut-être sa conscience, peu m'importe. Mais la condamnation, je ne peux pas l'éviter, mais l'exécution dépend du chef de l'État, qui redonne ou refuse la grâce. Donc en donnant un message à l'opinion. Et donc le chef de l'État, lui, est un politique. Et il tient compte de l'opinion. Et c'est ce qui fait que j'ai eu beaucoup de condamnés à mort, hélas. Hélas pour eux, dans l'attente, et pour moi aussi, mais aucun n'a été exécuté. Parce que l'opinion était mobilisée. À partir du moment où un homme revendique ce qu'il a fait, même si ce qu'il a fait choque, les gens comprennent qu'il n'est pas un gangster, qu'il n'est pas un sadique, qu'il n'est pas un bandit. Et à partir de ce moment-là, qu'il ne mérite pas la peine suprême. Bon. Et ceci étant, je pensais que cette position était d'autant plus juste que le général de Gaulle, après la défense des prisonniers dans le procès des prisonniers de bombe, m'a écrit une lettre. Enfin, m'a répondu à la lettre où je lui ai envoyé ma plaidoirie, parce que je tenais à expliquer au général de Gaulle que j'avais servi pendant la France libre, quelles étaient mes motivations. Et il m'a répondu, nous sommes en septembre 57, alors que l'armée commence à bouger en Algérie, et que l'armée prend contact avec lui. Malgré cela, il m'a écrit que ma sincérité ne pouvait laisser personne indifférent, et m'a assuré son fidèle souvenir. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je savais que l'exécution n'était plus possible. Le général de Gaulle ayant écrit cela, c'était plus possible. Et donc, à cette époque-là, nous avons été insultés beaucoup. On nous a dit qu'on se moquait du sort des clients, qu'on faisait de l'agitation uniquement pour le plaire aux dirigeants du FLN. Mais je dis à l'époque, je ne pouvais pas répondre. Parce que si j'avais répondu, on aurait coupé le cou de mes clients pour me faire taire. Mais aujourd'hui, je peux dire, messieurs, allez à la chancellerie, prenez la liste de tous les condamnés à mort, exécutés, et cherchez si mon nom figure sur le nom enfin du nom de l'un d'entre eux. Pas du tout. Donc l'histoire vous a finalement donné raison. Pardon, l'histoire m'a donné raison. Mais seulement quand j'évoque à l'époque, j'aurais pas pu faire cela. Donc j'ai accepté les insultes sans rien dire, mais c'est une habitude. Mais ensuite, et puis ces procès ont eu un retentissement très grand dans beaucoup de pays. Par exemple chez les Palestiniens, puisque ensuite, à partir de l'année 65, j'ai été désigné par les fidèles palestiniens pour défendre leurs prisonniers en Israël, à Athènes et à Zurich. Et j'ai eu l'occasion en France de défendre un tortionnaire nazi, Barbie. Je l'ai fait en montrant, je me dis, vous le poursuivez, mais vous avez fait pareil en Algérie. Vous prenez toujours les consciences de l'opinion publique Bon, alors condamnez-vous d'abord, et puis vous le condamnez ensuite. Mais si vous admettez que ce que vous avez fait, c'est normal, puisqu'il n'a pas fait plus que vous. Et
Ce que j'ai regretté à ce moment-là, c'est que deux anciens responsables du FLN, que je ne nommerai pas, m'ont désavoué. Il faudrait qu'ils résidaient en France. Écoutez, c'est des témoignages très forts et c'est des témoignages très forts et très intéressants. Simplement, moi, je souhaiterais revenir sur justement sur les fondements de votre engagement anticolonialiste. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces Alors là, convictions? l'engagement est simple. Mon père, quand je suis né, mon père est de l'île de la Réunion. C'est une famille originaire de France, à quelques générations. Et il avait épousé, il était consul de France en Thaïlande. Et là, il avait épousé ma mère qui était vietnamienne. Nous sommes en 1925. C'est pas possible. Un Français, un diplomate, épouse qu'on appelait une congaille, mais c'était pas possible. Bon. Lui estimait que c'était possible. Donc il a été viré. Et comme il était médecin également, il était allé au Laos pendant 3 ans. Et puis ensuite, il est rentré à l'île de la Réunion quand son père, qui était pharmacien, est mort. Donc, j'ai pas vécu ces événements. Un enfant de 6 mois ignore ces événements, mais je les ai appris ensuite. Et à la Réunion, ce qu'il y a aussi, c'est la fréquentation de mon père. Il était médecin. Il avait comme client Abdelkrim, le héros de la guerre du Rif, avec toute sa famille, ses frères, ses enfants. Bon. Les 2 empereurs d'Annam chassés par les Français parce qu'ils n'étaient pas assez obéissants. Et je me rappelle avoir le premier couscous que j'ai mangé, c'est chez Abdelkrim. Et pour moi, ces gens étaient des personnages de légende. Ils avaient été vaincus, mais ils avaient des allures de vainqueurs. Quand Abdelkrim parlait au capitaine de gendarmerie qui le suivait tout le temps, c'était un prince qui parlait à son chaouche. Le monde à l'envers. C'était presque « achetez-moi des cigarettes ». Bon, mais encore qu'il ne fumait pas. Mais donc, là aussi, j'ai appris à admirer ces gens qui se battaient. Et la Réunion était une vieille colonie. Quand je suis né en 25, l'esclavage avait été aboli à la Réunion depuis moins d'1 siècle. Et ça laisse des séquelles. Et puis il y a Madagascar à côté. Ou alors c'est un système colonial beaucoup plus dur que je connaissais, puisque en venant en France, je traversais Madagascar. Donc j'ai une sensibilité je suis très sensible à l'oppression coloniale. Autant j'admire la France pour d'autres raisons. C'est injuste, Robespierre, mais je ne confonds pas cette France-là avec la France de Bugeaud. Bon. Et si bien que lorsque la révolution a éclaté à Alger, je me suis senti de plein pied avec les Algériens, avec le FLN. Parce que j'ai fait la guerre un moment en Italie et en France, pendant un moment, dans une division algérienne. En 39-45. En 44 et 45, ouais. Dans la 3e division d'infanterie. Et j'étais artilleur. Et donc j'ai vu comment même dans ces régiments, l'indigène était traité d'une manière discriminatoire. J'ai vu quelles étaient les sanctions qu'on donnait aux gens. Le tombeau, vous savez ce que c'est? On force le soldat à creuser une espèce de trou, s'allonger dedans et rester là pendant toute la journée exposé au soleil. Ou bien, ça c'est le tombeau, je crois que ça s'appelle, ou bien alors la plotte. Un sac sur le dos rempli de cailloux, il doit tourner en rond avec un sous-offre qui lui dit plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc j'ai vu ça. Et manifestement, quand la révolution a éclaté, je me dis tant mieux. Ça va, bon. Eh bien, d'une certaine manière, votre engagement et vos convictions ont justement permis d'apporter votre pierre à l'édifice. Pardon? Votre engagement et vos convictions ont été une pierre à l'édifice de la liberté retrouvée du peuple algérien. N'exagérons pas ma participation. Une pierre à l'édifice. J'y ai participé. Voilà. Et justement, par la suite, vous vous êtes engagé très rapidement également pour la construction de cette Algérie nouvelle et naissante. Vous pouvez nous raconter votre parcours à ce moment-là? Alors, j'ai été, vous savez, pendant la Révolution,
Et M. Michel Debré, le Premier ministre, avait dit que ces avocats sont dangereux. Ils sont plus dangereux qu'une division. Les dégâts qu'ils font. Ce n'est pas des gens, mais c'est du point de vue moral. Ils ont déshonoré les méthodes de l'armée française, c'est évident. Et avec quelque éclat, puisque la presse internationale reprenait nos accusations. Et donc les services spéciaux français, sur l'ordre du Premier ministre de l'époque, ont tué mon ami, mon frère, avocat Noul Daoudia, à Paris. Le type qui a commis ça, qui est colonel de réserve maintenant, M. Muel, le reconnaît dans un film de M. Schroeder à mon sujet. Dans une interview sur je ne sais quelle chaîne de Madame Marie Drucker, il dit qu'il m'a raté. Il m'a raté parce que sa voiture devait tirer une rafale en dépassant celle où je me trouvais, et sa voiture est tombée en panne. Ça c'est l'organisation. Bon. Des fois, ça tient un peu de choses. Hein? Des fois, ça tient un peu de choses. Ça fait un peu... bon. Et donc, n'ayant pas pu me tuer, ils m'ont suspendu. Ils m'ont suspendu 1 an. C'est pour l'année 61. À ce moment-là, j'ai été nommé au Maroc conseiller du ministre des Affaires africaines, M. le Dr Khatib, qui était en partie d'origine algérienne. Et le Maroc faisait partie du groupe de Casablanca à l'époque, qu'on appelait le groupe progressiste. Et mon boulot à Casa, au Maroc plutôt, c'était à Rabat, au ministère, c'était, on donnait aux révolutionnaires africains toutes les colonies portugaises, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, avaient leur siège à Rabat. Et même des partis qui luttaient contre l'influence française, comme le parti Sawaba au Niger, ou l'Union des populations du Cameroun au Cameroun. Et donc, notre rôle à nous était de les héberger, de leur donner des passeports pour voyager, de faux vrais passeports, une aide financière minime, fermer les yeux sur des colis prétendument de vivres qu'ils recevaient de Chine ou de Russie, et puis, conduire certains à Oujda, où se trouvait l'armée algérienne, pour un entraînement à la guérilla. Et donc, là encore, j'étais encore en rapport avec la Révolution. Et la personne avec qui j'étais en rapport pour ce travail, à Oujda, c'était le commandant Abdelkader Mali, de son vrai nom Abdelaziz Bouteflika. Et je me rappelle le moment où un jour j'ai conduit à Oujda un jeune avocat sud-africain, grand, costaud, Nelson Mandela. Bon, donc là, je continue donc à travailler avec l'Algérie, et en 1962, quand l'Algérie devenait indépendante, je suis rentré en Algérie à partir du Maroc dans une voiture conduite par un jeune officier qui sera ministre quelques jours plus tard. Là, à Alger, j'ai été nommé par Ben Bella à son cabinet, ou plutôt au ministère, comme responsable d'un département Afrique. Et puis, ça a commencé à ronronner. J'ai quitté pour fonder un hebdomadaire qui paraît toujours aujourd'hui, avec Zohar Arif et Jamila Bouhired, Révolution africaine, qui a très bien marché, tellement bien marché que c'était pas dans le sens voulu par Ben Bella, j'ai été viré. À ce moment-là, je suis venu à Paris, j'ai fondé un journal, parce que j'avais entre-temps été en Chine, j'avais rencontré Mao, un journal qui défendait des thèses pro-chinoises et qui s'appelait Révolution. Et quand M. Ben Bella a été renversé, je suis revenu à Alger, et là j'ai repris contact avec M. Bouteflika qui était aux affaires étrangères, et c'est là que l'OLP avait demandé à l'Algérie de désigner un avocat du barreau d'Alger pour défendre les premiers fidayines palestiniens, et que Bouteflika m'a fait l'honneur de me désigner. Une grande et belle histoire. Ouais. Une grande et belle histoire. Alors, le temps depuis a passé. Quels sont actuellement vos liens avec l'Algérie? Vous gardez des liens avec l'Algérie? Écoutez, oui, j'étais à Alger il y a 15 jours. D'accord. C'est dans le cadre de vos activités ou c'est plus non, c'est dans le cadre plus privé personnel. D'accord. Okay. Donc toujours aussi proche de ce pays. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'avoir le plaisir de vous voir lors du concert de célébration du cinquantenaire. Ça vous a plu? Ça m'a beaucoup plu. C'était
parce que j'ai trouvé que ça avait souvent les